Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Je note que le Conseil de la Défense s'est levé. Je vous en prie. Monsieur le Président, je serai très bref. Je voudrais simplement notifier la Chambre que nous allons soumettre une motion de règlement 35 concernant la déclaration dans le Phnom Penh Post quotidien. C'est une déclaration qui représente en fait une intervention, une interférence avec la procédure. Le Président, vous ne pouvez pas continuer. La Chambre a déjà indiqué que si une question quelconque devait être soulevée, vous pouvez soumettre ces questions par écrit, question remise à la Chambre qui ensuite fera part de sa décision. Je donne à nouveau la parole à l'accusation afin qu'il puisse procéder à la poursuite de l'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Avant la pause, Monsieur le témoin, nous avions parlé rapidement de l'agence de presse et d'information du Kampuchea. Vous aviez dit que Pol Pot vous avait nommé comme directeur. C'était sur la proposition de qui? Donc sur la proposition. Au début, ce n'était sur conseil de personne. Il m'a nommé de son propre chef. Monsieur le Président, c'est juste une toute petite phrase que je voudrais citer dans le document E300 ou D91/25. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de l'afficher à l'écran, puisque Monsieur le témoin a dit Pol Pot l'a nommé sur proposition de Ieng Sary. Si c'est vraiment nécessaire, je vais vous donner l'ensemble des références. En anglais, en Khmer 0020 41 48. En français, c'est la page 3. Et en anglais, 0022 36 36. Si vous l'estimez nécessaire, je peux demander qu'on fasse projeter à l'écran ce document et le remettre au témoin. Sinon, simplement demander la réaction du témoin par rapport à ce qu'il a dit lors de cette première audition devant les juges d'instruction. Le Président, Monsieur l'huissier, veuillez obtenir le document et le soumettre au témoin. Assurez-vous également que le document soit affiché sur écran. Voilà la citation, Monsieur le Président. Il est dit, en français c'est la fin, la page 3, sur la présentation d'Ieng Sary. Pol Pot m'a assigné la responsabilité de l'agence de presse de Kampuchea. Quant au travail concernant les émissions en langue étrangère et le programme d'éducation du matin, je recevais les instructions d'Ieng Sary. Fin de citation. Monsieur le témoin, que faisait cette agence AKI? Quelle était la fonction de cette agence AKI?
ក្នុងឯកសារនេះគឺ D'après ce document, paragraphe 2 concernant le bureau d'information, Pol Pot m'a nommé à la demande de Ieng Sary. Ou sur la proposition de Ieng Sary. Lorsque j'ai témoigné, je n'ai pas relu cette partie attentivement. En fait, ça n'est pas le cas. À ce moment-là, M. Ieng Sary n'a marqué ni son accord ni son désaccord avec ma nomination, car cela n'eut aucune répercussion sur mon activité au ministère des Affaires étrangères. L'agence d'information, en fait, devait faire partie du ministère de l'Information et de la Propagande. Mais ensuite, cette fonction m'a été attribuée. Alors, je n'ai pas vraiment compris le terme sur proposition de Ieng Sary dans ce contexte. Mais en fait, M. Ieng Sary n'était pas d'accord avec la teneur de cette nomination. Et je n'ai pas accepté le poste. Cependant, Pol Pot m'a dit alors que ce n'était pas un grand problème parce que il me suffisait de produire 5 articles par jour et je lui ai dit que ce n'était pas difficile et que si je n'avais que 5 articles à produire, je pourrais le faire. S'il s'agissait de rédiger une vingtaine d'articles, cela deviendrait un problème. Mais donc, en fait, ça n'était pas l'AKI, c'était l'AKP. Sous son Congrès Niyong, il s'agissait de l'AKP. Pendant la période du Kampuchéa démocratique, c'est devenu Kampuchéa, mais on a conservé les mêmes initiales. Merci. Donc, que faisait cette agence AKP? Quels articles deviez-vous rédiger et à destination de qui? C'était aussi une agence d'information, donc il s'agissait de disséminer de l'information, tant au niveau de l'information locale que de l'information internationale. Donc, cette agence fonctionnait de manière comparable au fonctionnement d'autres agences d'information. Voilà. Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure de votre déclaration, il était dit que vous étiez également chef de la section des émissions en langue étrangère de la radio du Kampuchea démocratique. En quelle langue ces émissions en langue étrangère étaient-elles diffusées? À l'époque, j'étais responsable de rédiger, de traduire et de diffuser. En 77-78, généralement, je travaillais jusqu'à 4h30 du matin. Il fallait enregistrer pour diffusion à la radio à Stongmanchei. Au cours de ces 2 années, je ne dormais qu'une demi-heure par jour. Les émissions avaient lieu en vietnamien, en anglais, en français, en chinois. Et on se préparait aussi à diffuser en thaï. On comprend bien à qui étaient destinées les émissions en chinois et en vietnamien, mais
en français et en anglais. Comment expliquez-vous qu'il y avait des émissions dans ces langues et à qui étaient-elles donc destinées? mình thíchភាសាអង់គ្លេសប្រទេស Les émissions en français et en anglais visaient les pays d'Asie du Sud-Est et aussi le Vietnam et le Laos où les gens écoutaient nos émissions en anglais. Quant au contenu de ces émissions, de quoi s'agissait-il exactement? S'agissait-il d'émissions de propagande ou bien diffusiez-vous simplement des discours ou bien des reportages sur des événements qui se passaient au pays? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce contenu?ការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹង Les émissions portaient sur les activités de production, sur les événements intervenant à l'intérieur du pays et sur les activités internationales des dirigeants. De qui receviez-vous vos instructions concernant ces émissions en langue étrangère de la radio?នេះគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះ Moi-même, c'est Pol Pot qui me donnait des instructions à ce sujet et c'était à un niveau éloigné de Ieng Sary que cette émission radio. Vous avez dit que vous aviez été désigné chef de la section de propagande et d'information à partir de juin 1977. En quoi ce travail différait-il de celui de l'agence de presse et d'information du Kampuchea? Et que faisait donc cette section au juste au sein du ministère des Affaires étrangères? Cette section concernait directement les activités internationales, y compris les informations internationales, ainsi que la diffusion d'informations sur les activités de propagande dans différents pays, les émissions portaient aussi sur les activités des diplomates du Kampuchea démocratique et les accréditations. Est-ce que dans cette section de propagande et d'information, ce département au sein du ministère, est-ce qu'il y avait également un volet de traduction de documents ou d'articles de presse en langue étrangère vers le Khmer? La traduction allait dans les deux sens, du Khmer vers des langues étrangères et vice-versa. Il s'agissait là d'une tâche quotidienne de cette section. Est-ce que parmi les documents et les articles de presse à traduire en Khmer, est-ce qu'il y avait des articles et des documents qui venaient des pays occidentaux et qui avaient trait à la situation au Cambodge?
ខ្ញុំ Je ne m'en souviens pas. Toutefois, ce n'était pas la tâche directe de cette section. Il y avait d'autres sections qui en étaient chargées, hormis le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, y avait-il un service chargé d'écouter des émissions de radio en langue étrangère? Oui, c'était ma section qui était chargée d'écouter les émissions en français, en anglais, en chinois et en vietnamien. Il s'agissait d'écouter les émissions de radio étrangères. Dans quel but écoutiez-vous ces émissions en langue étrangère? Est-ce que vous deviez faire rapport par la suite par rapport au contenu de ces émissions? Oui, il y avait un bulletin quotidien, hebdomadaire et mensuel portant sur ces émissions. Il s'agissait des émissions venant de pays étrangers et portant sur la situation à l'intérieur du Kampuchea démocratique. Est-ce que parmi ces émissions, il y avait des émissions de Radio France Internationale, de la BBC, de Voice of America ou d'autres émissions de médias internationaux de ce type? Oui. J'étais chargé d'écouter toutes ces émissions radio. Est-ce que dans ces émissions, l'on parlait d'accusations de crimes portés contre le Kampuchea démocratique à l'égard de sa propre population? En général, oui, il y avait des émissions qui portaient là-dessus. Mais je n'en faisais pas rapport à la direction. En tant que subordonné de M. Yengsari, n'aviez-vous pas l'obligation de faire rapport sur le contenu de ces émissions de radio? Ma responsabilité était de diffuser et de faire rapport. C'est lui qui avait proposé que je lui fasse rapport sur les émissions sans omission aucune. Cela dit, les rapports lui étaient présentés oralement. Si j'avais dû lui faire rapport par écrit, alors le rapport aurait été renvoyé devant le comité et cela aurait été une question différente. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris, monsieur le témoin. Donc, vous faisiez rapport oralement à monsieur Yengsari par rapport au contenu de ces émissions dont nous avons parlé, donc de médias étrangers qui portaient accusation contre le régime pour des crimes commis dans le pays. Est-ce que donc M. Yengsari était mis au courant par vous-même du contenu de ces émissions ou non?
Comme je l'ai dit, il avait proposé que je lui fasse rapport de façon exacte concernant les émissions étrangères. Il avait donné pour instruction de faire rapport de façon exacte, sans ajouter ni retirer quoi que ce soit. Je le connaissais, je savais quelles étaient ses instructions. Il voulait que rien ne soit ajouté ou omis. Il voulait que les choses soient rapportées exactement telles qu'elles étaient. Et c'est donc de cette manière que je lui faisais rapport. Il n'y avait aucun problème. À l'époque, si je faisais rapport sur les émissions de Voice of America, j'aurais été accusé d'adhérer aux opinions véhiculées par cette station radio VOA. Et donc je m'efforçais d'être pacifique. Cependant, quand je lui faisais rapport, son avis était différent. Il était responsable du ministère des Affaires étrangères. Et c'était à lui de savoir exactement quelle était la situation, indépendamment de nos conclusions subjectives, sans que nous essayions de lui complaire ou de complaire aux autres dirigeants. Merci. Est-ce que Ieng Sary vous a dit s'il a lui-même rapporté ces informations que vous lui aviez données oralement concernant ces accusations de crime à d'autres dirigeants du Kampuchea démocratique? Je n'en sais rien. Quelles étaient vos fonctions, monsieur, en tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères? Et dans ce cadre, qui était votre chef direct? Ieng Sary était mon supérieur immédiat, mais concernant d'autres tâches, je travaillais directement pour Pol Pot, qui était le secrétaire du parti. En cette qualité, il pouvait me fixer quelque tâche que ce soit. J'en viens maintenant aux réunions à B1, donc au ministère des Affaires étrangères. Quel type de réunion avait lieu à B1 auquel vous avez participé entre 1975 et 1979? Les réunions prenaient différentes formes. Il y avait des réunions de la cellule du parti à l'échelle de tout le ministère. Ces réunions avaient lieu tous les 15 jours. Ensuite, il y avait les réunions de travail dans différentes sections. C'était tous les 3 jours. Et il y avait aussi une réunion mensuelle rassemblant tout le personnel du ministère. Il y avait aussi des réunions d'études plus approfondies qui avaient lieu tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Il y avait aussi d'autres réunions hebdomadaires qui avaient lieu une fois par semaine ou tous les 3 ou 4 jours. Et c'était des réunions de critique et d'autocritique. Merci. Je vais revenir à certaines de ces réunions. Je voudrais juste avoir une clarification concernant la réunion d'études dont vous avez parlé tous les 3 à 6 mois.
est-ce que cette réunion d'études se confond avec l'Assemblée générale du ministère, ou bien est-ce que c'est quelque chose de différent? Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait de deux réunions distinctes. Je ne sais plus bien s'il y avait une assemblée générale au niveau du ministère. Mais il y avait une sorte d'assemblée durant environ une semaine. Merci. À quel type de réunion Ieng Sary assistait-il et quelles réunions présidait-il? Est-ce que c'était toutes ces réunions ou bien seulement certaines d'entre elles qui concernaient, disons, l'ensemble du ministère ou certaines sections du ministère? Pour ce qui est des longues sessions d'études politiques, il y participait et il présentait les documents. Pour ce qui est des autres réunions portant sur les politiques, il était présent et il y avait aussi d'autres réunions auxquelles il était présent ou non. Et les réunions du parti ou les réunions de branche du parti, est-ce qu'il les présidait? Le ministère des Affaires étrangères était divisé en deux sections. Il y avait d'une part le département et d'autre part le bureau. Le bureau traitait de la production, de la sécurité, l'alimentation. Concernant le département, il traitait des questions diplomatiques. Il s'agissait de structures différentes relevant de différentes entités du parti. Par exemple, Ieng Sary assistait aux réunions lorsqu'elles avaient trait au parti dans le cadre de ces deux entités, à savoir le département et la section des affaires diplomatiques également. Et concernant la section du bureau, vous n'en faisiez pas partie? Est-ce que c'est exact? Vous faisiez partie, vous, de la section du département donc, qui concernait les affaires diplomatiques? La section du bureau avait une branche du parti. Madame Saucé était secrétaire du parti et j'étais membre. Concernant la section diplomatique, elle était divisée en plusieurs entités, un secrétariat du ministère, le protocole, la production, et les affaires politiques. Et la section de la propagande et de l'information dont j'étais responsable. Est-ce que Saucé, vous avez dit qu'elle dirigeait la branche du parti au niveau du bureau, est-ce que Saucé était une subordonnée à Ieng Sary?
សូមលោកបរិញ្ញាឲ្យលោក Monsieur le Président, pourriez-vous demander au procureur de préciser ce qu'il entend par subordonné? Le Président. Monsieur le coprocureur, pourriez-vous reformuler votre question? Le témoin ne comprend pas ce que vous entendez par le terme de subordonné. En Khmer, le terme utilisé peut avoir deux sens, soit subordonné, soit parent. Est-ce que vous parlez des cadres et du personnel du ministère? Merci pour cette explication, Monsieur le Président. Oui, je parle bien sûr dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, étant donné que Ieng Sary était vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, donc ministre des Affaires étrangères. Est-ce que Sosé, qui elle dirigeait la branche du parti du bureau, dans le cadre du travail au ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'elle était sous l'autorité et la direction de Ieng Sary? Oui. Il était responsable du secrétariat, du protocole de la branche du parti dans le cadre de la section diplomatique. Et cela relevait de la responsabilité de Ieng Sary. Merci. Dans toutes les réunions, les types de réunions que vous avez cités, est-ce qu'il y avait donc des séances de rééducation assez longues et qui participait à ces séances de rééducation? Pour ce qui est des sessions d'études qui duraient longtemps, il y avait les principaux cadres du ministère, pas seulement les chefs de section, mais aussi tous les cadres et tous les membres. Tous y participaient. Et quel était le but poursuivi par ces sessions d'études ou séances de rééducation selon les termes qu'on peut utiliser? Les sessions d'études visaient premièrement à comprendre la situation révolutionnaire et à édifier le socialisme dans le pays. Les participants devaient pouvoir comprendre les tâches pratiques fixées à chaque membre du personnel. Il y avait aussi une session d'introspection à laquelle devait participer chacun des participants. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les thèmes qui étaient abordés lors de ces sessions? Par exemple, Ieng Sary, de quoi a-t-il parlé lors de ces sessions exactement? Durant les longues sessions d'études, c'était essentiellement les documents du parti qu'il présentait aux participants. Il présentait ces documents du parti
mais je ne me souviens pas bien quels étaient les documents qu'il présentait. Ces documents portaient sur la situation d'ensemble à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et sur l'état de la révolution au Kampuchea démocratique, ainsi que les tâches qu'il fallait réaliser. Quant au thème qui traitait des affaires intérieures du pays, quels étaient les différents sous-thèmes qui étaient abordés? Est-ce qu'on parlait par exemple des ennemis de l'intérieur? Oui. Les documents portant sur les questions internes parlaient des ennemis infiltrés. Nous allons y revenir plus tard, mais pourriez-vous nous dire en 2 mots qui étaient ces ennemis infiltrés qui figuraient dans les documents du parti tels que présentés par Ieng Sary lors de ses sessions d'études? Les ennemis étaient classés en différentes catégories. Il y avait les ennemis étrangers, les ennemis à l'intérieur du pays et également l'ennemi en nous-mêmes. Pour ce qui est des ennemis étrangers, nous savions qui ils étaient, en l'occurrence les impérialistes américains. Et à compter de fin 1977, le Vietnam était considéré comme notre ennemi commun. Il y avait également d'autres espions nommés par le Kuomintang et d'autres. Concernant les ennemis à l'intérieur du pays, ils incluaient certaines agences et les laquais des impérialistes, en particulier les ennemis qui rongeaient de l'intérieur et qui se dissimulaient parmi la population. Mais à l'époque, les documents mettaient l'accent sur l'ennemi intérieur. La révolution socialiste devait être accomplie et cela était considéré comme un vestige des exploiteurs du régime précédent. Il fallait se débarrasser de ceux qui étaient cupides et de ceux qui voulaient s'accrocher à leur pouvoir en exploitant le travail du peuple et aussi ceux qui étaient extravagants. C'était ceux qui exploitaient le peuple et qui passaient du bon temps sur le dos du peuple. Nous considérions que l'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes était le principal ennemi pour le parti. Merci. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui était qu'il fallait se débarrasser de ceux qui étaient cupides et aussi des exploitants et ceux qui étaient extravagants. Que disaient les documents du parti et que disait Ieng Sary lors de ses sessions d'études concernant cette notion de se débarrasser des ennemis? En quoi ça consistait, se débarrasser des ennemis?
Le témoin. Selon ma compréhension des choses à l'époque, le fait de se débarrasser des ennemis signifiait que les ennemis en soi étaient secondaires. Ce qui était primordial, c'était les réseaux qui se cachaient à l'intérieur. Se débarrasser des individus, ça n'était pas difficile, mais les systèmes qui avaient été mis en place par l'ennemi étaient plus difficiles à éliminer, et notamment la mentalité féodale et les systèmes y attenants. Et ça, c'était la cible principale de la formation idéologique à l'époque. Merci. Comment le parti s'y prenait alors pour identifier ou découvrir des réseaux d'ennemis? Cet aspect est particulier si vous faites référence au parti. À quel niveau faites-vous référence? Les cellules de base ou au niveau du centre? Parce que si vous me demandez de m'exprimer sur le cadre dans lequel j'opérais, je peux répondre à vos questions. Le reste, si c'est hors du champ de mes responsabilités, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Eh bien, limitons-nous à ce moment-ci à ce qui se disait au sein de B1 concernant la façon dont il fallait procéder pour identifier des réseaux d'ennemis et par la suite pouvoir s'en débarrasser. Je ne peux pas vous décrire la situation de B1 parce que ça ne faisait pas partie de mon domaine de connaissance ni de mes responsabilités ou de mes devoirs, dans la mesure où moi j'étais chargé de l'information et de la propagande au sein du ministère des Affaires étrangères. Si vous voulez me poser une question concernant cette section-là, alors je serais heureux de pouvoir vous répondre, mais sinon je ne serais pas en mesure de vous donner une réponse. Car ça n'était pas mon affaire de connaître ce qui se produisait dans les autres sections. Je n'étais pas censé être en possession d'une telle information. Nous allons revenir sur ce point plus tard. Je voudrais poursuivre concernant les réunions. Vous avez fait état de réunions internes à chaque section et si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous vous réunissiez tous les 3 jours. Qui vous avait demandé de tenir ces réunions régulièrement et qui donc déterminait quel était l'objet de telles réunions internes à chaque section? Normalement, la personne responsable déterminait les réunions internes. Cela variait suivant les sections. Dans certaines sections, les réunions étaient convoquées quotidiennement. Dans d'autres sections, tous les 3 jours. Et au cours de ces réunions internes, on procédait à la critique et à l'autocritique et on fixait l'orientation pour les 3 jours à venir ou la semaine
à venir. Encore une fois, cela variait suivant les sections, parfois tous les jours, parfois tous les 2 ou 3 jours, mais normalement, l'approbation pour la tenue d'une telle réunion devait venir d'une autorité supérieure, mais en ce qui concerne les réunions de type opérationnel, cela se tenait à un niveau inférieur. Mais dans tous les cas, c'était des réunions qui avaient tendance à durer. Est-ce que lors de ces réunions, au sein de votre section ou département d'information et de propagande, est-ce que vous vous appuyez aussi sur des documents du PCK pour en discuter avec les membres de votre section? Dans la section pour laquelle j'avais la responsabilité, non seulement donnait-on le détail des responsabilités, mais en ce qui concerne les activités politiques, ceci était toujours organisé par la section politique. C'était des réunions de type ouverte, mais normalement, en ce qui concerne les séances d'autocritique, on y participait et on procédait à des critiques les uns envers les autres en matière de performance du travail. Dans ces critiques, on ne parlait pas de questions d'ordre politique ou d'une quelconque importance. Combien de personnes travaillaient dans votre département de l'information et de la propagande, monsieur le témoin? Il y avait à peu près 20 membres du personnel dans cette section. Est-ce que Long Noreen faisait partie de ces 20 membres du personnel? Oui. Oui, il était membre de cette section avant qu'il soit ensuite nommé responsable du protocole. Est-ce que M. Svaibori faisait également partie de cette section? Monsieur Svaibori est arrivé plus tard au ministère des Affaires étrangères et si j'ai bon souvenir, il n'avait pas été nommé officiellement à une quelconque section à ce moment-là. Il faisait partie d'un personnel flottant, il était stagiaire et rattaché au secrétariat chargé de la documentation. Merci. Lorsque vous aviez tenu une réunion interne à votre département, est-ce que vous deviez rendre compte du contenu de cette réunion à Yengsari? Oui, ça c'était ma responsabilité. Et ceci était lié à la nomination interne et aux responsabilités que j'avais. Donc je faisais rapport à Yengsari. Est-ce que vous faisiez rapport par écrit ou bien oralement lors de réunions de chefs de département? La marche à suivre à l'époque était essentiellement fondée sur les rapports oraux. Il était rare de préparer des rapports écrits. À propos de ces réunions regroupant les différents
dirigeants de départements, de sections. Et vous avez dit, si je ne me trompe pas, que Ieng Sary présidait ces réunions. Quel était le rôle précis de Ieng Sary lors de ces réunions? Que faisait-il exactement? Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Il était le président de la réunion. Et la réunion des chefs de section n'était organisée que lorsqu'il y avait des questions importantes, et je n'ai pas bien souvenir de la manière dont cela fonctionnait. Est-ce qu'il y avait toujours une partie de ce type de réunion où les différents participants, les chefs de département faisaient rapport, ou bien il s'agit de réunions où c'était uniquement Ieng Sary qui prenait la parole? Peut-être que ça, vous vous en souvenez? Seul Ieng Sary procédait aux présentations en matière de situation générale et d'affaires étrangères, ainsi qu'en matière d'orientation pour la mise en œuvre de la ligne à venir. Lors de ces réunions de chefs de département ou bien d'autres réunions, concernant la ligne politique du parti, est-ce que Ieng Sary vous en faisait-il part? Et en particulier, est-ce qu'il lui est arrivé de faire connaître aux différents chefs de section des décisions qui avaient été prises par le comité permanent? Normalement, lorsqu'un événement important se produisait, il partageait avec les autres membres de la réunion. Alors, si vous me demandez de me souvenir de ces événements importants, je n'en ai plus souvenir. Mais vous souvenez-vous s'il parlait de temps en temps ou régulièrement de décisions prises par le comité permanent du comité central du parti? Je n'ai pas un souvenir clair de cela. Il ne nous parlait pas fréquemment des décisions du comité permanent du parti, et même dans ce cas, il ne nous disait pas que c'était une décision du comité permanent du parti, mais il nous disait que c'était une décision du parti, donc une décision prise collectivement par le parti. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il était possible que des assemblées générales soient tenues au ministère des Affaires étrangères. Enfin, en tout cas, peut-être que le mot assemblée générale n'était pas exactement familier. Mais vous nous avez dit qu'il y avait des grandes réunions qui se tenaient et qui duraient une semaine. On peut les appeler réunions générales ou congrès. Est-ce que cela arrivait souvent? C'est-à-dire tous les combien de mois ou combien de fois par an? Ou est-ce que Ieng Sary pouvait organiser ce type de réunion générale?
ខ្ញុំមិនបានចាំថាខ្ញុំថាមហាសន្និបាតព្រោះខ្ញុំ Je ne me souviens pas avoir mentionné le fait qu'il y ait eu des réunions générales ou des assemblées générales. Je n'ai pas souvenir d'une réunion ou d'une assemblée générale régulière, mais il y avait des réunions lorsqu'il s'agissait notamment de nommer certains chefs de département, mais je n'ai pas vraiment souvenir d'une réunion se tenant tous les 6 mois ou d'une assemblée générale ou d'une réunion générale. Bien sûr, cependant, certaines réunions pouvaient durer une semaine et ces réunions se terminaient en dressant le bilan des points de vue des membres du parti en matière de ligne révolutionnaire. Merci. Vous avez parlé ensuite d'une réunion de cellules du parti. Je crois comprendre qu'il s'agit de réunions de branches du parti, présidées par Ieng Sary à peu près tous les 15 jours, si je ne me trompe pas. Qui participait alors à ces réunions? Ça faisait à peu près combien de personnes qui étaient membres du parti et qui participaient à ces réunions au sein de B1? Je me souviens que J'aimerais apporter une précision sur la question des cellules de parti. Il y a deux niveaux du parti, celui qui est subordonné au ministère, et puis il y a la cellule de parti au niveau des affaires diplomatiques. Et M. Ieng Sary assurait la présidence de ces deux cellules. En ce qui concerne les cellules du parti en général, il n'y participait pas régulièrement, il s'en remettait aux responsables de ces cellules. Mais en ce qui concerne les cellules du parti au niveau du ministère, il en assurait la présidence. Et les membres de ces cellules du parti du ministère étaient moi-même, M. Doi Kambun, Kit Chun, Chun Praset, Sopon. Sopon était son secrétaire personnel. Donc ça, c'était les membres. Et il y avait quelques autres qui étaient membres de la base et dont les noms ne me reviennent pas. Sans y avoir participé, savez-vous qui étaient les membres de l'autre cellule du parti qui était également présidée par Ieng Sary? Donc probablement, j'imagine, du côté du bureau. Avec Sosé, vous avez signalé tout à l'heure. Je ne sais pas si les responsables des différents bureaux du ministère étaient là. Je ne sais pas à quelle fréquence se tenaient les réunions, mais d'ordinaire, les réunions se tenaient tant au niveau du ministère qu'au niveau au niveau politique, au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est dans le cadre donc de ces réunions mensuelles de chaque branche du parti qu'il y avait une partie de ces réunions qui était consacrée aux séances d'introspection, c'est-à-dire critique, autocritique?
ការឆ្លងជីវទស្សន៍ Oui, les sessions de réflexion sur la vie et d'autocritique généralement avaient lieu, étaient plus espacées, de manière plus espacée, lorsque en ce qui concerne les réunions de cellules du parti, là on ne discutait pas de vie, mais on abordait des questions dans le cadre de l'autocritique. À propos de ces réunions alors de critique et d'autocritique, en tout cas les réunions qui étaient consacrées à cela, quels étaient les objectifs poursuivis par ce type de réunion? Vous avez cité que vous parliez de critique, d'autocritique au niveau de votre propre département et également donc au niveau des membres du parti dans les branches du parti. Donc d'après vos observations, est-ce que vous en savez quels étaient les objectifs de ces réunions? Les objectifs étaient de développer des points de vue révolutionnaires chez tous les membres. Et ce, en accord avec les principes visant à éliminer les maladies pour sauver les vies. Dans le système communiste, le développement d'une vision de la vie et d'une vision du monde, une vision révolutionnaire, constitue les fondements de son propre développement, de manière à ce que chaque individu ait un point de vue fermement ancré. Et il s'agissait là de l'objectif primordial. Les objectifs secondaires portaient également sur le fait d'encourager les individus à participer plus activement au travail dans l'intérêt du peuple au sein du parti. Comment perceviez-vous cet exercice lorsque vous deviez faire votre autocritique et que vous étiez critiqué par d'autres lors de ces réunions? Était-ce un exercice facile ou était-ce un exercice qui faisait peur aux participants? L'expérience acquise dans mon propre département, et je m'exprime pour moi, à cette époque j'ai été critiqué sur 2 points. À l'époque c'était inévitable. En cours de réunion, les participants me critiquaient généralement sur 2 points. En premier lieu, j'avais reçu une éducation et une instruction outre-mer. Et j'avais été instruit et éduqué outre-mer. Dès lors, mes habitudes et mon comportement, par exemple, lorsque je marchais, je tenais mes mains derrière mon dos. Ça, c'est quelque chose qui était pratiqué par les étrangers. Et un autre élément de critique, par exemple, lorsque l'on mangeait notre nourriture,
le fait simplement de regarder ce qui était dans son assiette était considéré impoli et inapproprié. Il fallait regarder les autres personnes autour de la table d'abord avant de voir ce que l'on avait dans son assiette. Et mon point de vue était quelque peu en contradiction avec cela, parce que j'avais le sentiment que si l'on devait suivre cette étiquette, cette règle d'étiquette, alors nous nous serions tous transformés en moines bouddhistes probablement. Le deuxième point qui faisait l'objet de critiques à mon encontre, c'était également le fait que j'avais une femme étrangère. Donc ça, c'était les deux points pour lesquels j'ai été critiqué. Ceux qui ne me critiquaient pas, c'étaient ceux qui étaient dans la même situation que moi à l'époque. Mais en ce qui concerne la critique elle-même, celle-ci permettait d'arriver à des bonnes idées également, car cela nous permettait de savoir les domaines dans lesquels nous pouvions nous améliorer. Cependant, il y avait une question distincte que j'ai notée à l'époque et qui relevait de mon expérience personnelle. C'est que ceux qui étaient trop francs avaient tendance à avoir des problèmes, tandis que ceux qui montraient plus de souplesse semblaient pouvoir mieux survivre. Mais lorsque l'on en arrivait à des situations favorables dans certaines circonstances, et si je devais décrire tout cela, ça risquerait de prendre beaucoup de temps. Le président, le moment est sans doute venu à présent de lever l'audience. L'audience est donc levée jusqu'à 13h30 cet après-midi. Le huissier de séance veillera à assurer que le témoin et son avocat puissent s'alimenter et qu'ils soient de retour dans le prétoire avant 13h30 cet après-midi. Conseil pour la défense, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. On m'informe que M. Noon Chea souffre de migraines, de douleurs lombaires, a du mal à se concentrer et aimerait pouvoir suivre la poursuite des débats dans la cellule de détention temporaire, et nous avons préparé le document écrit à cet effet. Le Président, ayant pris note de la demande introduite par M. Noon Chea par le biais de son Conseil de la défense visant à pouvoir suivre la poursuite des débats à partir de la cellule de détention temporaire pour le reste de l'audience d'aujourd'hui, nous accordons cette demande, donc cette requête. Nous accordons cette requête. Il sera donc possible à M. Noon Chea de suivre par le moyen audiovisuel la poursuite des débats en audience cet après-midi. Le Conseil de la Défense, M. Noon Chea, a déjà indiqué que la documentation était préparée pour ce faire. Il faudra donc soumettre à la Chambre la renonciation de l'accusé avec son empreinte digitale et sa signature, et nous assurer au niveau de la régie que la liaison audiovisuelle soit établie en cellule de détention temporaire afin que M. Noon Chea puisse suivre les débats à partir de cette cellule. Les témoins seront maintenant accompagnés par les accusés seront accompagnés par la sécurité vers les cellules de détention temporaire. M. Kusampang devra revenir en salle d'audience avant 13h30. La séance est levée.